Je passe la parole donc à Didier Parent qui va nous présenter le musée Safran. Voilà. Bonjour à tous, je suis enchanté d'être là devant vous aujourd'hui pour vous parler du musée Safran. Et avant de vous parler du musée Safran, je vais vous parler un peu de Safran. Parce que Safran, c'est une société qui bouge énormément, qui regroupe, c'est un équipementier aéronautique qui est au premier rang mondial et qui est en constante mutation. Moi, je suis responsable du musée depuis le mois d'avril. Je suis salarié depuis 1984, donc ça fait 42 ans que je travaille dans le groupe. Et quand je suis arrivé au musée, on était 100 000 salariés dans le groupe Safran. Aujourd'hui, on est 104 000. Et on a déjà englobé de nouvelles sociétés depuis mon arrivée. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous dire qu'un musée se doit de représenter l'intégralité des produits d'une société. Et quand la société est en constante évolution, le musée se doit d'être en constante évolution pour aussi exposer les nouveaux matériels qui appartiennent au groupe et aux sociétés historiques du groupe. Donc pour vous situer un petit peu le groupe Safran, aujourd'hui, on est numéro 1 mondial dans la propulsion aéronautique, numéro 1 dans les moteurs court moyen courrier, numéro 1 mondial dans les moteurs d'hélicoptères. On fait de l'équipement aussi, donc train d'atterrissage, frein carbone, les câblages électroniques, donc tout ce qui est harnais électrique, les toboggans d'évacuation, ça c'est l'héritage de Zodiac aussi, qui fait partie aujourd'hui du groupe Safran. On est numéro 1 mondial dans les intérieurs d'avions, donc les sièges, les galets, les toilettes aussi, les cafetières, tout ça, ça fait partie des choses que fait Safran. On est également dans la défense. Alors on ne peut pas dire qu'on est numéro 1 mondial dans la défense parce qu'on ne vend pas nos produits à tout le monde. Mais on est numéro 1 dans les systèmes de navigation inertielle, également dans l'optronique. On travaille beaucoup aussi pour la défense. Et au niveau espace, on est numéro 1 mondial également dans les surveillances de l'espace par capteur dans radiofréquence. C'est pour vous montrer que le spectre de Safran, il est énorme. Et de fait, le spectre du musée est énorme. Donc aujourd'hui, 104 000, vous voyez les planches, je ne les même pas à jour, 104 000 salariés dans 30 pays. Ça vous donne un petit peu le type d'activité que l'on a, aussi bien en termes d'activités de recherche-développement, production, maintenance et les activités commerciales et administratives. J'arrête de vous saouler avec Safran, je vais vous parler du musée maintenant. Alors, avec un petit peu d'histoire, donc on remonte à 1905, qui sont les tout débuts de l'aéronautique, ça a commencé peut-être un petit peu avant, mais en 1905, les frères Seguin ont développé un moteur Gnome, moteur en étoile rotatif, qui a ensuite a rencontré un succès significatif de par sa fiabilité. Et en 1915, il y a eu, pour faire face à l'effort de guerre, une fusion entre les sociétés Gnome et la société Leurone, pour faire la fameuse société Gnomerone, qui a perduré jusqu'en 1945, date à laquelle Gnomerone a été nationalisé pour devenir SNECMA, Société nationale d'études et de construction de moteurs d'aviation. Et en 2005, SNECMA a fusionné avec Sagem, Sagem étant spécialisé dans l'électronique et la défense, et la fusion de SNECMA et Sagem est devenue Safran. Vous m'avez suivi jusque-là? Alors la naissance du musée, en fait, ça vient d'une convention qu'on a signée avec nos amis du musée de l'air, qui disposaient de moteurs d'avion, qui étaient dans un état, et donc qui ont été restaurés par des salariés de SNECMA à l'époque. Donc ça date du 16 juillet 85, la date de signature de la première convention. On voit ici le hangar Y qui était à Meudon, dans lequel les moteurs étaient stockés, et on voit les premières activités de transfert de ces moteurs. Et donc la convention fait qu'aujourd'hui, on a au sein du musée énormément de moteurs et d'équipements aéronautiques, dont une petite partie appartiennent au musée de l'air, et que le musée de l'air nous autorise gentiment à continuer à exposer. En espérant qu'ils ne viennent pas les rechercher, je reprends en phrase d'un de collègues tout à l'heure. Voilà, non, je ne fermerai pas la porte, mais je la laisse ouverte pour amener d'autres matériels. Alors donc, comme je vous disais, on a un musée qui est en constante évolution. Le seul truc que je n'arrive pas à faire, c'est pousser les murs. On a à peu près 4000 m² et on a organisé le musée avec des thématiques. Donc on commence avec une première exposition
sous forme d'un petit labyrinthe au cœur du musée, avec les moteurs qui vont de à peu près de 1905 à 1920. Ça, c'est les moteurs à piston en étoile rotatif. Ensuite, on a les moteurs à piston, mais moteurs statiques, qu'ils soient en étoile ou qu'ils soient en ligne. Donc, ça fait à peu près 1920-1950. Ensuite, 1950, c'est la naissance des premiers turboréacteurs, jusqu'aujourd'hui. Alors, turboréacteurs militaires et turboréacteurs civils. On a également une galerie spatiale, dont la créatrice est dans la salle. Un petit coucou, merci beaucoup. Qui regroupe des fusées et des lanceurs avec une salle Ariane qui est absolument somptueuse. Et puis également du matériel aéronautique, des trains d'atterrissage, des freins, des équipements de sécurité, tout un tas de choses. On a également la chance d'avoir au sein du musée une Alouette 2, un Mirage 3, un Blériot 11 et un planeur également équipé de pulso-réacteurs. Et on a également, en plus d'avoir un musée, on a un auditorium de 550 places qui nous permet de louer le musée aussi bien en interne pour les sociétés du groupe, mais également pour des sociétés extérieures au groupe qui veulent venir faire des conférences ou des séminaires. Alors, on ne fait pas les communions et les mariages, mais voilà. Le musée est loué pour à peu près 80 événements par an, dont il est très souvent rempli. Alors, comment fonctionne le musée? C'est une structure d'entreprise, donc un financement et un budget qui est fourni par Safran, la maison mère. Et donc, il y a un responsable qui est le seul salarié du groupe, c'est votre serviteur. Et on a à côté une association, qui sont l'association des Amis du musée Safran, l'AMS, dans le petit livret que vous avez eu à là, vous allez reconnaître l'AMS, un petit logo jaune, qui représente donc les Amis du musée Safran. 130 bénévoles, comme tous les gens qui ont des bénévoles, ça très bien qu'ils ne sont pas tous actifs sur les 130. On va dire qu'il y en a à peu près la moitié qui sont actifs, et sur la moitié actifs, il y en a une toute petite partie qui sont très actifs et sur qui on peut compter quasiment jour et nuit. Ils sont répartis avec différentes spécialités, à savoir qu'on a des ateliers de restauration. Alors on a un atelier de modélisme, toutes les maquettes qui sont exposées dans le musée ont été faites sur place par nos modélistes. On a un atelier menuiserie, un atelier de restauration moto, un atelier de tôlerie, soudure et un atelier mécanique avec des machines-outils qui nous permettent de refabriquer des pièces, de restaurer, également de les mettre en exposition. On a également des guides qui assurent des visites guidées. Ils ne font des visites guidées que pour les groupes, un groupe étant constitué de 10 à 15 personnes. Et pour une visite guidée, l'association demande une participation de 60 € par groupe. Et il y a également une section administrative et une boutique qui vend différents goodies, des petites maquettes Airbus, Dassault, des petites goodies Safran et aussi une très belle librairie qui offre la possibilité d'acheter des livres aussi bien pour les enfants que pour les livres très très spécialisés. Quelques images, donc on voit en haut à gauche la façade du musée qui a été récemment redécorée. Et la première photo, vous avez la galerie des moteurs en étoile rotatif, ensuite la galerie des moteurs toujours à piston mais statiques, les turboréacteurs militaires. Il n'y a pas de photo des turboréacteurs civils, mais on en a, je vous le garantis. On a une collection complète des motos Gnomérone. 62 motos exposées, dont nombreuses sont en état de fonctionnement. Donc si vous venez pendant les journées du patrimoine, je vous emmènerai faire un tour en sidecar. On a une galerie spatiale dont j'ai parlé avec une petite photo là, et l'auditorium qui est montré là avec 3 écrans de taille significative, 250 places dans les gradins et 300 places en bas sur l'esplanade. Nos visiteurs, c'est très très varié. On commence avec les écoles. On évite les enfants trop jeunes parce qu'on a du mal, c'est très très compliqué, c'est un musée qui est très technique quand même. On essaye de vulgariser, on a beaucoup de moteurs qui sont coupés pour qu'on puisse voir l'intérieur, pour expliquer au public comment ça fonctionne. C'est notre but, c'est de vulgariser le fonctionnement d'un moteur d'avion et d'un équipement aéronautique pour que les gens le comprennent facilement.
Et donc on a les écoles, des collèges, des lycées, des écoles d'ingénieurs qui viennent régulièrement nous visiter, des associations, des sportifs culturels, des collectionneurs d'auto et de moto, des clients Safran, donc des compagnies aériennes, des loueurs d'avions, des délégations militaires françaises et étrangères également. Donc un public qui est très varié et également international. On a pas mal de nos guides qui peuvent faire des visites en anglais. On participe également à des événements exceptionnels, donc par exemple la nuit des musées ou les journées du patrimoine, et on expatrie également une partie des collections du musée sur des événements extérieurs, tels que des meetings aériens. Et cette année, on est en discussion avec le salon de la moto de Lyon, qui aura lieu en février. Alors, mais pourquoi le musée de la moto? Effectivement, dans l'histoire de Safran, il y a les motos Pneu-Nérone, mais au musée de la moto, ils veulent faire également, au salon de la moto, ils veulent faire également une exposition sur les moteurs, et donc ils ont sollicité le musée pour venir exposer des moteurs d'avion. Donc il est très possible qu'on y soit en février. Et voilà, en termes de quantité, alors après, on a tous subi avec le Covid une chute dramatique des visites, bien sûr. Après, c'est remonté. On a les visites, parce que j'ai mis deux couleurs. Les visiteurs, ça c'est les visiteurs qui viennent au fil de l'année, sachant qu'on est ouvert que les mercredis et 2 samedis après-midi par mois. Ce qui fait en moyenne 6 jours par mois, ce qui n'est pas énorme. Mais on oscille entre 15 000, 20 000 visiteurs, grosso modo. Cette année, on est à 5 000 visiteurs et 5 000 lors des événements. Et ça, c'était des chiffres à septembre. Donc, je pense qu'on va être aux alentours de 10 000 15 000. Et donc, comme je vous l'ai dit, on est ouvert donc tous les mercredis, 9h midi, 14h, 17h. Et les seconds et derniers samedis de chaque mois, de 14h à 17h. Pour les visites guidées, les groupes, c'est 10 à 15 personnes, 60 € au bénéfice de l'association des bénévoles. Et le coût de la visite vous est offert par Safran. Donc vous n'avez aucune excuse de ne pas venir. Qui est déjà venu d'ailleurs à ce musée? Ah, ça fait plaisir. Il y a quand même des mains qui ne se sont pas levées. Et alors qui veut venir? Tout le monde. Qui veut venir? Tout le monde. Et d'ailleurs, je passe un message non subliminal. Je vous parlais de l'auditorium. Si un jour la DGAC a envie de faire sa commission mémoire au musée, je serais ravi de vous accueillir. Voilà, on a un site bien entendu qui est relié au site Safran pour les réservations de visite, et on a également mis en place des QR codes qui permettent aux gens de faire, les gens qui ne veulent pas s'encombrer d'un guide et qui veulent faire une visite plus rapide, ont à disposition des QR codes, donc avec leur téléphone, ils flashent le QR code et ils ont l'équivalent d'un audio guide sur leur téléphone. Et pour ceux qui n'ont pas de smartphone, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de smartphone, on a également des audio guides que l'on peut prêter. Voilà. Je ne sais pas combien de temps j'ai tenu. C'était parfait. Merci beaucoup, Didier. Alors, le temps qu'Émilie se mette en place, merci pour l'invitation. On a pris date, voilà. Henri a une question. Henri, ta question? Et le temps que le micro arrive, juste pour vous dire, donc Émilie va nous présenter la réserve patrimoniale de la RATP. Ce que je trouvais intéressant par rapport au musée Safran, c'était de montrer des maturités de musées d'entreprise à différents stades. Voilà. Henri, ta question rapidement et après je passe à... Oui, c'était un complément. Bon, pour ne pas dire des choses un peu négatives, SNECMA ou Safran a été aussi une mauvaise réputation au milieu aéronautique en prenant toutes les archives et en les jetant dans les poubelles pour faire de la place. Mais Dassault fait la même chose avec Breguet. Mais ce n'est pas pour ça que j'intervenais. Je crois que l'intervenant a oublié de dire le nom du hangar qui est très beau. Le musée est très beau. Il s'appelle le Saint-Chamas. J'avais que 15 minutes. Alors, oui, effectivement, le musée est abrité dans un hangar qui était initialement à Istres. Non, à Saint-Chamas. Oui, Saint-Chamas, c'est à côté de Istres. À l'école de pilotage de Pneu-Nérone. Et c'était tout un exploit de le remonter en 1945-46 et il a été servi aux essais en vol. Donc le bâtiment est très beau et c'est un monument historique en tant que tel parce c'est une école où Mermoz a passé sa qualif hydravion, entre autres. Merci beaucoup Henri pour cette... Ça fait partie des informations qu'on donne quand vous venez visiter.
Donc, une nouvelle invitation pour la. Mais juste pour finir sur la question des archives, c'est pas la seule entreprise qui a malheureusement fait ça. Heureusement qu'il y a des associations qui justement œuvrent pour la préservation de ces archives. Alors, Émilie, je vais préciser rapidement, effectivement, il y a eu beaucoup d'archives de Bénin, mais Safran quand même porte une attention particulière à son patrimoine et à ses archives. Et on a aujourd'hui 2 salariés à temps plein qui sont en charge de la conservation du patrimoine documentaire et immatériel. la parole est à toi.